pourtant que la montagne est belle. Bonjour. Et oui, mon 14e roman devait s'appeler comme ça. Pourtant que la montagne était belle. La montagne parce que l'action se déroule en Cerdagne, à Font-Romeu, pendant l'occupation, au cœur des Pyrénées donc. Et Flanfera parce que justement, à 12 ans, c'est là qu'il était réfugié avec sa famille, après l'arrestation et la déportation de son père en région parisienne. Les Tannenbaum avaient été mis à l'abri à Font-Romeu, où se trouvaient déjà des dizaines d'autres réfugiés juifs. Seulement voilà, j'ai pas eu l'autorisation d'utiliser cette phrase-là, donc au dernier moment, alors que le manuscrit était déjà terminé, il a fallu que je change de titre. Et du coup j'ai choisi « Les montagnes chantaient la liberté ». Et je ne regrette pas d'ailleurs. La liberté, c'est celle que cherchaient tous ceux qui fuyaient la France occupée, par les filières d'évasion vers l'Espagne. Ces filières étaient organisées par la résistance locale, que dis-je, les résistances, parce qu'il y en avait plusieurs, faisaient tout le spectre, ça allait des prêtres, et oui, jusqu'aux communistes, en passant par les soignants des établissements de santé nombreux en Cerdagne. Et parmi ces rudes de montagnards, donc, une jeune fille, Amédine, trop intelligente, avec un esprit trop vif pour la vie, je dirais normale, ordinaire, et ça lui joue bien des tours, mais qui va faire des merveilles en ces temps exceptionnels, en ces temps dramatiques, et devenir, malgré elle, une véritable héroïne. Mais nous n'en sommes pas encore là. Font-Romeu, mai 1943. Le regard venimeux de la vieille chouette brûlait sa nuque comme un fer chauffé à blanc. La haine de Léonie était palpable, concrète, matérielle presque. Amédine grimaça malgré elle. Comment cette harpie pouvait-elle imaginer ne serait-ce qu'une seconde pouvoir mettre le grappin sur son grand-père adoré, celui que tout Font-Romeu appelait le vieux Girvès, avec autant de respect que d'admiration, le propriétaire de l'hôtel des Isards et du salon de thé le Télémarque, sans oublier bien sûr la ferme familiale sur les hauts d'Odeillo et une trentaine de têtes de bétail. Un notable donc de la dernière née des localités cerdanes, sorti de terre comme un champignon après la pluie, avec le grand hôtel et sa riche clientèle huppée que tous les villages alentours regardaient avec méfiance et envie. Léonie, originaire de Saint-Léocadie, un petit village entre Sayagouz et Bourg-Madame, avait choisi l'envie. Elle avait fait des pieds et des mains pour entrer comme gouvernante au service d'Amédée Girvès après son veuvage. Elle-même, malgré un âge moins avancé qu'affecté de le croire à Médine, avait déjà usé 2 maris. Et au vu du pli dur qui crispait la bouche de la mégère, la jeune fille se plaisait à croire que ces 2 malheureux avaient accueilli leur trépas libérateur avec soulagement. Hypothèse réjouissante qu'elle lui avait d'ailleurs jetée en pleine figure, un jour où les mines mielleuses et hypocrites que ce vilain museau avide prodiguait à son grand-père l'avaient fait sortir de ses gonds. Pour faire bonne mesure, Amédine avait ajouté que si le besoin s'en faisait sentir, elle saurait bien se charger d'ouvrir les yeux de son aïeul sur les manigances de celle qui s'occupait de son ménage. Et comme le vieux Girvès ne jurait que par sa petite fille, celle à qui on avait donné son prénom, depuis, c'était la guerre ouverte entre les 2 femmes. D'un mouvement d'épaule, Amédine se débarrassa de la sensation cuisante qui persistait à la base de son crâne entre ses 2 nattes. Elle n'allait tout de même pas laisser cette vipère lui gâcher la journée. Instinctivement, elle leva les yeux vers le drapeau qui ondulait mollement dans l'azur, bien au-dessus de la cime des pins, et se rembrunit. Au bout de son mât d'une bonne dizaine de mètres, l'immense croix gammée plantée sur le toit du grand hôtel devait être vue de toute la Cerdagne. C'est ainsi que les nouveaux seigneurs verts de gris l'entendaient. Et ce rappel permanent de la défaite et de l'occupation suffisait amplement à peser sur sa vie. Baissant la tête pour éviter qu'on remarque le rouge qui empourprait subitement ses joues, comme à chaque fois que la sinistre oriflamme entrait dans son champ de vision, Amédine serra plus fort son livre sur sa poitrine et traversa la rue principale jusqu'au casino. Drôle de rue, avenue même, qui portait le nom d'Emmanuel Brousse, que ce chemin de terre encore sauvage, tenant presque de la génération spontanée, apparut à la va comme je te pousse, sans rien demander à personne au milieu des champs.
Les quelques bâtiments qui donnaient dessus, de loin en loin, paraissaient presque incongrus. La pharmacie, la pâtisserie Lacombe et le casino, bien sûr, construit très vite après le Grand Hôtel pour que ses riches clients puissent venir y dépenser l'argent qui gonflait leurs poches à ne plus que savoir en faire. À gauche des baies vitrées arrondies qui s'ouvraient dans la façade de pierre, une volée de marches montait à l'assaut du versant entre les arbres. Nettoyée, réparée, impeccable comme tout ce que faisait l'occupant. Des petits panneaux parfaitement biseautés indiquaient en allemand la direction de l'infirmerie, du lazaret, de la chapelle et de la morgue. Déclinaison morbide à laquelle les lettres gothiques, soigneusement peintes sur fond blanc, donnaient un petit air pimpant, quelque peu déplacé pour les habitants du cru, mais si typiquement germanique. Après que les Boches avaient franchi la ligne de démarcation au mois de novembre précédent, le Grand Hôtel avait été réquisitionné pour des officiers d'état-major, des vétérans du front russe que le Reich envoyait en convalescence au Bonheur de Font-Romeu, station climatique dont la renommée avait franchi le Rhin. Après avoir connu l'enfer face à l'armée rouge, dans le froid, la neige, la boue, les villages incendiés, les villes en ruine où les tireurs embusqués les tiraient comme à la fête foraine, les militaires de la Wehrmacht se croyaient arrivés au paradis lorsqu'ils ouvraient les fenêtres de leurs chambres sur le plateau verdoyant cerné par les sommets majestueux des Pyrénées. Amédine elle-même, qui le connaissait pourtant depuis sa plus tendre enfance, ne se lassait pas de ce splendide panorama. Alors imaginez le ravissement des rescapés de Stalingrad. Le palace, fréquenté jusqu'ici par des ministres, de riches hommes d'affaires, des vedettes de cinéma et même quelques têtes couronnées. Son père aimait à raconter comment jeune homme il était chargé d'amener tous les matins une vache jusque dans le hall luxueux parce que le Maharaja de Kapurthala en villégiature exigeait d'assister à la traite du lait qu'il allait boire, avait fermé ses portes avant la guerre. En 1940, il avait servi à accueillir un temps les réfugiés de Menton, évacués face à la menace mussolinienne. Les Allemands l'avaient rouvert ensuite pour en faire un hôpital de luxe. Ils avaient rembauché du personnel et certains Romefontains, trop heureux de retrouver du travail en ces temps difficiles, n'hésitaient pas à s'en féliciter ouvertement en soulignant la correction de leur nouveau patron. Les fous. Amédine se retenait de leur jeter à la face ce qu'elle pensait de cette attitude si peu patriotique. Elle n'avait pas envie de mettre son grand-père chéri dans l'embarras. C'était déjà pour éviter ces sorties aussi véhémentes qu'intempestives qu'un an et demi auparavant, à son retour de Paris, ses parents l'avaient expédié, il n'y avait pas d'autre mot, en Cerdagne. Ils avaient jugé plus sage de l'éloigner des hôtes galonnés de l'hôtel de Majorque qu'il gérait dans le centre de Perpignan. Un choix précipité et discutable, si l'on considérait qu'au Font-Romeu, point stratégique en pleine zone interdite le long de la frontière pyrénéenne, grouillait d'uniformes Feldgrau plus encore que les rues de la capitale du Roussillon. Cependant, ils avaient eu raison sur un point. Pour la tranquillité du vieux Gervais, leur fille se mordait la langue, et elle évitait les Allemands tant qu'elle le pouvait. Elle entreprit posément l'ascension des marches. Ce n'était pas dans son tempérament, elle était plutôt du genre à les grimper 4 à 4, mais la jupe droite, achetée dans une boutique du boulevard Saint-Germain, entravait ses mouvements. La mode parisienne n'était pas vraiment adaptée au relief cerdan. Il faudrait décidément qu'elle pense à demander à son grand-père des points textiles pour se procurer de nouveaux vêtements, moins élégants sans doute, mais plus pratiques. Un écureuil, occupé à dépouiller une pomme de pin de ses pignons sur une pierre plate, détala à son approche. Elle eut à peine le temps de lever les yeux et déjà, pouf, sa longue queue en panache disparaissait dans le trou d'un tronc écaillé. Le sentier montait vers le grand hôtel, mais Amédine obliqua à droite, vers le vaste espace plat où, dès les premières chutes de neige, les employés installaient la patinoire avant-guerre, afin d'éviter d'être vus de la terrasse orientée plein sud, à l'abri du vent, où des soldats prenaient le soleil sur des chaises longues. Le printemps parsemait de petites fleurs blanches le tapis herbeux. Elle connaissait les lieux comme sa poche. Elle n'avait pas 6 ans que, sourde aux appels de sa mère, elle s'échappait déjà par ce chemin vers la forêt voisine. Comme alors, elle se faufila à pas de loup derrière le petit bâtiment de la TSF, construit à l'époque pour que les hommes d'affaires en villégiature à l'hôtel puissent rester en contact avec leur bureau à toute heure du jour et de la nuit. De fait, les Allemands s'en servaient moins qu'eux. Elle prit néanmoins bien garde à ne pas faire craquer des branchettes mortes sous ses semelles. À présent, les 6 étages du grand hôtel n'étaient plus visibles que par la tranche. Amédine accéléra le pas.
les grappes jaunes des cytises embaumées. Les arbres s'étaient illuminés de leur feu dès que la température était devenue plus clémente. Sur les sommets, la neige aux reflets bleutés s'amenuisait chaque jour davantage et le vert des pâturages d'altitude apparaissait sous sa dentelle immaculée. Il y avait comme une allégresse dans l'air, une effervescence, une impatience à secouer la gangue de froidure et l'immobilité hivernale pour se remettre à vivre. Amédine pouvait presque sentir la sève circuler sous l'écorce des sorbiers sur lesquels elle appuyait sa main. Et les oiseaux amoureux qui se poursuivaient de branche en branche déclenchaient de petites averses en batifolant dans les feuillages mouillés. Le printemps était humide en Cerdagne. Le sentier l'avait mené au ras du large chemin de terre bien damé qui desservait l'entrée de service du grand hôtel sur l'arrière. Un camion à gazogène était stationné devant, une livraison sans doute. Elle ne chercha pas à en apercevoir davantage. Elle voulait juste s'assurer qu'aucun uniforme vert de gris n'était dans les parages. Mais ils devaient être tous à se reposer après le repas de midi. Même la pelouse parfaitement tondue du golfe à 9 trous était déserte. Amédine avait bien choisi son heure. La voie était libre. Elle se hâta néanmoins de couvrir les quelques mètres qui la séparaient de la lisière de la forêt et du sentier qui s'enfonçait entre les arbres en direction de l'Ermitage. C'est par là que la Morenette, la Vierge Noire découverte selon la légende par un berger près de la fontaine des Roumeaux, des pèlerins, monterait rejoindre son camaril orné d'anges dorés le dimanche de la Trinité, et par là aussi qu'elle redescendrait à Dodome le 8 septembre pour retrouver ses quartiers d'hiver en l'église d'Odeio. Des petits bouquets de marguerites, secs et jaunis à présent, ornaient encore les oratoires de pierre qui jalonnaient le parcours. Amédine contourna un amas de rochers aux formes arrondies et lisses qu'autant jadis un glacier avait abandonné là, et quittant la trace laissée par des milliers de pieds depuis tant d'années, piqua tout droit à travers les buissons de genêts à balai vers le grand pin qui dressait son tronc, dénudé presque jusqu'au faîte, très haut au-dessus de ses congénères. On ne pouvait pas l'apercevoir d'ici, mais il trônait en majesté au milieu d'une jolie clairière circulaire, comme si les autres arbres, courtisans déférents et empressés, avaient choisi de se tenir à distance respectueuse. Les anciens disaient que la foudre lui était tombée dessus, mais aucune trace de brûlure ne marquait ce mât légèrement incliné à qui ses rares branches faisaient comme une couronne. Amédine se laissa tomber à son pied avec un soupir d'aise. C'était son refuge favori, à la fois baigné de soleil, à l'abri du vent et dissimulé au regard des importuns. Les chenapans du village venaient parfois y jouer aux cow-boys et aux indiens. Le pin-roi faisait alors un parfait poteau de torture. Mais pour l'heure, ils étaient vissés à leur pupitre, sous l'œil sévère du maître d'école. Elle était sûre d'être tranquille jusqu'à la cloche. Les aiguilles sèches lui faisaient un coussin moelleux. Elle étira ses jambes, chercha la meilleure position pour son dos appuyé contre le tronc rugueux, et ouvrit enfin son livre à la page qu'elle avait marquée la veille avec une image en couleur trouvée dans une tablette de chocolat meunier, Jeanne d'Arc délivrant Orléans. Contrairement à ce que laissait supposer la couverture qui exhibait l'image mièvre d'un couple enlacé sur fond de soleil couchant, apparut une série de formules mathématiques mêlant racines carrées, intégrales et dérivées, de l'hébreu kabbalistique pour quiconque d'autre qu'elle a fond romeux, par peut-être cet étudiant en médecine originaire de Limoux, Jacques Ruffier. Le bout de la langue coincé entre ses dents, elle se plongea avec délice dans les subtilités du théorème de Gauss-Lucas sur les polynômes dérivés. Et oui, Amédine est particulière, elle adore les mathématiques, elle est différente, mais cette différence va bien le servir. Je vous lis la suite demain.